Écoutez, voilà, vous le savez, je ne vous apprends rien. La Deuxième Guerre mondiale a débuté en septembre 1939. Mais pour moi, c'était pas ça. Septembre 1939, c'était l'évacuation, c'était toutes ces personnes qui étaient le long du Rhin qui étaient évacuées. Moi, personnellement, la Deuxième Guerre mondiale a débuté pour moi exactement le 15 juillet 1940. C'est à ce moment-là que j'ai été expulsé avec ma famille et tous les juifs de Saverne où j'habitais à l'époque. C'était le cas pour tous les juifs d'Alsace et de Moselle. Euh, j'avais 10 ans en 1939, j'ai eu pour cadeau une poupée de la grandeur d'un bébé de 6 à 8 mois. Et maman m'a dit, voilà, c'est ton cadeau de cette année, et tu as toute l'année pour esquisser la robe que la couturière fera pour cette poupée. Vous savez, pour un enfant de 10 ans, c'est long, une année entière. Et j'étais curieuse, je me demandais ce que ces yeux bleus qui me regardaient sans cesse, je me demandais ce qu'il y avait à l'intérieur de cette tête. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gratouillé un petit peu au-dessus de la tête et pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon, j'ai tant et si bien gratté qu'un jour, eh ben, j'ai vu ce qu'il y avait, il n'y avait rien, mais le dégât était fait. Il fallait donc pas uniquement l'habiller, il fallait également la chapeauter. Et le 15 juillet 1940, j'avais eu l'ordre de la couturière d'aller chercher ma poupée. Sur le chemin du retour, je rencontre mon frère, qui avait 4 ans de moins que moi, qui me dit rentre vite, 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 nous partons. Nous partons, il n'y avait plus ni la SNCF, ni les trains ne fonctionnaient, ni la poste ne fonctionnait, ni les bus, plus rien ne fonctionnait en juillet 1940. Et nous avions de la famille qui était à 30 km ou 40 km de chez nous. Et maman avait tendance à vouloir aller rejoindre sa famille. Et moi, je me suis dit, ben voilà, c'est le moment sans doute de partir. Et quand je suis rentré chez moi, il y avait un brouhaha, je me demandais ce que c'était. Ben, c'était des voisins qui étaient venus. Parce que pendant mon absence, il y a un employé de la mairie qui est venu avec une feuille pour nous dire que dans l'heure suivante, il fallait venir dans la cour de la mairie de Saverne avec une valise à la main, 3 jours de vivres et une couverture. Maman a mis, elle a donné sa ménagère en argent, elle a donné des affaires, mais vous me paierez quand je rentrerai. Elle vendait de la bonneterie, elle a donné de la bonneterie. Vous me paierez quand je rentrerai à la maison. Et tout d'un coup, elle dit, écoutez, maintenant je vous mets à la porte, hein, parce que il faut que je prépare à manger pour 3 jours, des sandwichs pour 3 jours. Le matin même, elle avait fait une bonne gelée de groseilles et de framboises. Et les pots étaient encore sur la table. Et bon, elle nous a préparé les sandwichs. On a pris une couverture et une valise. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? J'ai pris ma belle poupée, je l'ai mise dans mes bras pour l'emmener. Et maman m'a dit, écoute, tu sais, je ne sais pas si elle y croyait vraiment. Tu retrouveras ta poupée quand on reviendra. Je ne sais pas si elle y croyait. En tout cas, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Comme fille obéissante, j'ai pris ma belle poupée et je l'ai mise sur mon lit. Et nous sommes partis. Nous sommes allés dans la cour de la mairie où il y avait déjà pas mal de monde. 60 familles juives habitaient avant-guerre à Saverne. Après avoir décliné nos papiers, il fallait avoir pas plus de... Écoutez, je ne me rappelle pas si c'est 3000 ou 4000 francs. Le reste, il fallait le donner aux autorités allemandes qui étaient là pour nous briefer. Et nous sommes montés par la suite dans des autobus qui nous ont amenés, bon, on va faire vite, hein, à Schirmeck. Les figures ont commencé à se dériter quand on est allé vers le sud, parce que les adultes avaient déjà peur d'être obligés d'être conduites en Allemagne, et les nouvelles n'étaient pas bonnes, parce que déjà, depuis 1933, je n'ai pas besoin de vous le dire, il y avait l'avènement du Führer. Voilà.
Mais je vais quand même continuer l'histoire de la poupée parce qu'il faut que vous sachiez ce qui lui est arrivé. En 1945, bien sûr, j'étais seule, mais mon oncle m'a accompagné jusqu'à notre domicile. Et avant de rentrer, je vois nos rideaux et nos stores en fenêtre confirmés par une voisine que je suis allé voir. Et la voisine me dit, mon Dieu, qu'est-ce qui n'est pas sorti de chez vous? Tant et plus d'affaires, bien sûr. Vous savez, avant une guerre, on met beaucoup de choses de côté. Maman avait fait des conserves, maman avait fait beaucoup de choses, voilà. Et le propriétaire avait son garage attenant à la maison, ce qui fait qu'il pouvait très facilement rentrer chez nous. J'ai sonné finalement là où j'habitais et c'était une employée de notre propriétaire très, disons, euh, très amie avec les nazis qui occupaient la ville. Et je pense que c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de possibilités de rentrer, de sortir dans notre maison. Et je sonne, la personne qui habite notre maison, notre logement a bien voulu m'ouvrir et je lui décline mon identité, je lui dis voilà, etc. Madame, j'ai rien. Elle me dit je n'ai rien du tout. Et bon, je rentre, je vois bien de temps en temps quelque chose qui m'est familier. Mais vous savez, moi j'avais 11 ans quand j'ai quitté, je peux prétendre à rien. Quand j'ai parlé des rideaux, oh, ça c'est un cadeau de ma grand-mère. Bon, écoutez, je n'ai pas insisté. Nous sommes arrivés à la fin, et à la fin, elle me dit, vous voyez, je n'ai rien. J'ai dit, madame, si vous le permettez, il y a là, sur le divan, il y a une poupée, et cette poupée, c'est la mienne. Ah non, un déni complet, c'est la poupée de ma fille. Madame, je suis persuadée. Ah non, non. J'ai dit, écoutez, on va faire un compromis, madame. Bien sûr, elle n'était plus habillée comme ma couture l'avait habillée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à la déshabiller. J'ai dit, écoutez, madame, si la tête, elle est abîmée, c'est ma poupée. Par contre, si la tête est impeccable, c'est la poupée de votre fille. Elle a commencé à la déshabiller et à lui a enlevé le bonnet qu'elle avait, qui était un affreux bonnet, bien sûr. Bien sûr, c'était ma poupée. Elle me l'a pratiquement jeté à la figure. Et je suis parti d'un logement de 4 pièces. Ben, c'est tout ce que j'avais retrouvé, ma poupée. Et pour continuer, ma tante avait à l'époque un magasin et dans la devanture, et elle vendait de la layette et dans la devanture, elle mettait de temps en temps ma poupée qu'elle habillait de façon différente. Voilà. Et c'est pour ça que je raconte cette histoire, parce que ma poupée a eu une belle fin. Voilà. Et bon, je continue mon histoire qui est un peu plus sérieuse quand même que ça. Mais j'aime bien raconter l'histoire de la poupée. Ceci vous permet un petit peu de voir comment les choses se sont passées pendant la guerre. Vous partiez et quand vous reveniez, il n'y avait plus rien. Les choses avaient été soit volées, soit vendues aux enchères. Les plus belles choses partaient en Allemagne, les autres étaient distribuées et voilà, c'est tout. Mon histoire est différente de tout ça, c'est-à-dire que après cette première nuit, nous avons passé la première nuit à Schirmeck. Schirmeck est après devenu un lieu de détention des Alsaciens euh, qui n'étaient pas soumis au nazisme. C'était un camp très important pour les Alsaciens, lorrains, et qui n'existe plus. Après la guerre, il existait encore, c'est là le contraire. C'est là qu'on a mis les Allemands qui étaient trop amis avec les nazis. Mais il a été démoli entièrement. En ce qui nous concerne, nous avons donc passé notre première nuit ici. La deuxième nuit, c'était à Dole. À Dole, il y a un manège pour chevaux. Et au centre-ville, il y a une immense salle pour les chevaux, bien sûr. On avait mis du foin par terre et c'est là que nous avons couché la deuxième nuit. Et nous étions très près, nous étions à 11 km de la ligne, 10-11 km de la ligne de démarcation. C'est-à-dire que à partir de là, c'était fini, on était en zone libre. Les Allemands nous ont laissé le choix. Les enfants, les personnes âgées et les bagages
pouvait monter dans un bus 10-11 km en plein été. C'était pas une sinécure, hein, j'aime autant vous dire. Mais mon frère et moi, nous avons préféré rester avec notre mère et nous avons marché jusqu'à la ligne de démarcation. Euh, Quand on est arrivé à la ligne de démarcation, c'était tout simplement deux Allemands, deux militaires allemands qui desservaient une barrière. Cette barrière n'est jamais descendue tellement il y avait de personnes. C'était un serpent humain. À un moment donné, il y a un coude, au bout, il y a un coude. Eh bien, écoutez, jusqu'au coude et même au-delà, c'était des personnes qui venaient d'être mis à la porte de leur logement, une valise à la main, une couverture et 3 jours de vivre. Bon, ben voilà, on avait déjà vécu 2 jours sur nos réserves, voilà. À partir d'un certain moment, bon, les villageois, jusqu'à la ligne de démarcation, nous ont offert un peu d'eau et les Allemands déjà nous ont dit allez schnell, schneller, c'est-à-dire qu'on ne marchait pas assez vite et ils nous ont même pas permis de boire un verre d'eau parce qu'il fallait aller vite. Bien sûr, il y avait du monde en aval et en amont, hein, décidément. Mais à partir d'un certain moment, la nuit était tombée et même, c'est pas les voitures qui nous venaient nous chercher, c'était des bœufs attelés, des chevaux attelés, des voitures à bras, on venait nous chercher à partir de cette ligne de démarcation par n'importe quel moyen de locomotion. Et ça allait très lentement. Et à la fin, bon, mon frère et moi et les bagages sont montés sur une voiture attelée par un bœuf et maman est partie à pied. Mon frère avait 7 ans, il tombait de fatigue. On a échoué dans un hangar. Dès qu'on est arrivé dans ce hangar, il s'est endormi. Mais moi, j'étais vaillante. Je me suis adossée au mur et j'ai attendu maman. J'avais quand même un peu les chocottes à ce moment-là parce que j'avais un peu peur, hein. Quand on est seul avec son petit frère, je me suis dit pourvu qu'elle arrive, cette maman. Effectivement, elle est arrivée. Et c'est là que nous avons pris un train pour Lons-Saunier. Lons-Saunier, c'est le chef-lieu de la préfecture du Jura. C'est là que nous avons été reçus à l'école normale de garçons. C'est-à-dire, euh, on avait sorti les, les bancs d'école et on avait mis des lits de recrues, des petits lits. Les lits de recrues, vous savez ce que c'est? C'est les lits qu'ont les soldats à l'époque qui faisaient encore leur service militaire. Et ce sont des petits lits. On avait sorti les, les bancs d'école et nous étions à 17, 18 dans une salle d'école. C'était de grandes salles et c'est là que nous sommes restés quelque temps. D'abord, on nous a mis à la campagne. À la campagne, c'était aussi, euh, disons, on nous a dit qu'il y avait un centre d'accueil à Lyon où on pourrait retrouver notre famille. Et bon, bah, écoutez, voilà, on y a cru. Maman ne parlait pas le français. Maman était née en 1896. 1896, elle a donc suivi l'école allemande. Et bien sûr, ça ne posait aucun problème en Alsace. Pourquoi? Parce que tout ce qui était administratif, tout le monde était bilingue. Mais arrivé dans le Jura, c'était pas pareil. Et quand moi j'ai entendu que on pouvait retrouver notre famille à Lyon, eh bien écoutez, je me suis fait inscrire et je me suis fait avoir. Pourquoi? Parce que de temps en temps le train s'arrêtait et alors on descendait du train et c'est là qu'on nous amenait dans un village. Notre village c'était un coin perdu près de Cousances dans le Jura et croyez on a couché où? Par terre sur de la paille. Au bout de quelques jours, c'était impossible. Premièrement, on ne pouvait pas faire à manger. Deuxièmement, les conditions d'hygiène n'étaient pas remplies. Et c'est là que l'on est retourné à Lons pour être répartis ailleurs. On a été répartis dans un autre lieu, c'est-à-dire qu'il fallait traverser la RN 83 pour aller manger. Et de l'autre côté, nous avions des pièces, c'est-à-dire c'était d'anciens bureaux. Il fallait aller d'une pièce à l'autre avant de retrouver la nôtre, c'est-à-dire il y avait 3 lits, petits lits de recrues, une table, une chaise et 3 lits.
ça pouvait durer. Heureusement, on n'avait pas de nouvelles de notre famille qui était restée dans les Vosges. Et un beau jour, en sortant de l'école, qu'est-ce qu'on voit? Un cousin et une tante qui arrivent. C'était notre salut et c'est là qu'on nous a trouvés à Jevinger. Ça s'appelle Jevinger, c'est à 6 km de Lons-le-Saunier, une chambre meublée avec alcôve, une toute petite kitchenette, et c'est là que nous avons vécu toute la durée de la guerre. Je vous dirais que au début, que voulez-vous faire? On avait tout laissé à la maison. Pour l'automne, on n'avait plus rien. On n'avait plus rien. J'avais, disons, il fallait tout acheter. Vous savez bien qu'à 15 ans, à 10 ans, 11 ans, 12 ans, on grandit. On a besoin de vêtements. Et on a dû se contenter de ce qu'on avait. C'est-à-dire qu'au début, on trouvait encore de tout. Mais petit à petit, au niveau alimentaire, on trouvait de façon restreinte. Nous avions des cartes d'alimentation. On avait, par exemple, pour votre gouverne, on avait 90 grammes de viande par semaine, 50 grammes d'huile par semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cela, que ça, 50 grammes d'huile par mois, c'est pas beaucoup tout ça. Mais il fallait se contenter. C'est-à-dire que on n'était plus à la maison, on était considérés comme des réfugiés. Ma tante avait son père qui était un homme fort et cultivait 2 jardins et 3 champs. Et c'est là qu'on l'aidait disons, à travailler le jardin, à travailler dans les champs. Et voilà, c'est là que j'ai appris à planter des pommes de terre. Et une petite chose en partant, c'est les sports à la campagne à l'époque. En guise d'agrès, je vais vous dire ce qu'on faisait. On cherchait des dorifores dans les champs. C'était notre heure, 2 heures, c'était nos 2 heures de sport. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est des dorifores, vous n'en avez peut-être jamais vu. Sur les pommes de terre qu'on cultive, il y a des petites bestioles qui bouffent, on ne peut pas dire autrement, les racines, et au lieu de récolter des pommes de terre, vous ne récoltez plus rien. Voilà. Ceci, c'était nos conditions de vie. Elles n'étaient pas drôles, mais nous étions en zone libre. À partir de 1942, le 11 novembre 1942, la flotte française s'est sabordée. Qu'est-ce que ça veut dire? La flotte française était magnifique. Je l'ai vue après la guerre, c'était des bâtiments de guerre à Toulon. Il y avait un arsenal important à Toulon, des bâtiments de guerre magnifiques qui ont été dynamités pour ne pas qu'ils tombent dans les mains des nazis. Et les militaires sont partis en Algérie, et c'est là que toute la France a été occupée. Si le gouvernement, vous le savez sans doute, le gouvernement de Vichy avait à sa tête le maréchal Pétain, si nous, les Juifs, ont été vraiment, dès 1940, on était ciblés, mais à la campagne, on était dans le Jura, jusqu'à présent, on n'en souffrait pas. Déjà, on était en zone libre, on n'était pas en zone occupée, mais à partir de ce moment-là, en 1942, toute la France a été occupée, et les adultes, les enfants moins, on se sent moins concernés. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui peut vous arriver. Et à partir de novembre 1942, les parents avaient très pauvres, avaient très peur. La résistance a commencé à se former, parce que c'est à ce moment-là seulement que la résistance a commencé à exister. La résistance, c'était le refus de se soumettre au régime nazi. Je vais arrêter un petit peu. Peut-être que vous avez envie de poser des questions. Et moi, surtout, j'ai envie de boire. Alors, je vais vous donner voilà. une bière. Peut-être que vous avez envie de poser des questions. Parce que... Oh, voilà, merci beaucoup, monsieur Elfer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Là, vous avez compris le parcours de Madame Pollack. Alors, Édouard, il faut le silence, s'il vous plaît, pour Madame Pollack. Édouard, lève-toi. Avance-toi pour que voilà. Madame Pollack puisse bien entendre Vous avez vos questions. peut-être des questions. Oui.
très Alors, fort, hein, parce présente-toi que à je vous chaque ai dit fois que j'étais et sourde. tu Hein. poses la question. Donc je m'appelle Edouard Schumacher, du coup je suis au collège ici. C'est pour revenir sur le sujet de la poupée. Est-ce que vous avez encore la poupée actuellement? Non, je l'ai plus, je l'ai plus. Ah non, je l'ai plus. C'est dommage, sinon je te l'aurais apporté. Merci pour ta question. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Questions. Donc là, on est. Donc, Madame Pollack est partie, donc, enfin, a été évacuée donc, de Saverne. Elle se réfugie dans le Jura à Gévingey. Et en 1942, effectivement, les nazis envahissent la zone sud, la zone libre, dite libre, suite notamment à l'opération Torche au débarquement en Afrique du Nord. Et donc là, effectivement, le vent commence à tourner. Exactement, le vent commence à tourner pour nous. Pour nous, simple sujet, hein, voilà. Nous sommes à la campagne, nous vivons, nous avons les cartes d'alimentation comme tout le monde, mais comme le père à ma tante est un homme fort, nous l'aidons dans la culture, etc., dans la culture maraîchère. Vous savez, cela améliore notre ordinaire. Moi, je sais que par la suite, je suis allé en classe en ville. Maman ne savait pas de quoi mettre dans ma gamelle, parce que ma gamelle, je la faisais réchauffer chez ma tante, et elle se lamentait, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans ta gamelle tous les jours, hein, voilà. Et moi, sans hésiter, sans sourciller, je disais, parce que maman faisait ça très bien, on était à la campagne, on avait un moulin qui n'était pas loin, donc on avait de la farine. On avait à 3 kilomètres de chez nous, on avait un lieu, un hameau, où nous allions chercher du lait. On allait chercher aussi, de temps en temps, on avait des œufs de là-bas. Et maman faisait des spätzle, mais pas des petites spätzle comme on achète maintenant dans les sachets en cellophane. À l'époque, maman faisait de gros spätzle, vraiment. Et quand, qu'est-ce que je te donne à manger aujourd'hui, qu'est-ce que je mets dans la gamelle? Des spätzle. Et le soir, vous savez, en Alsace, on boit beaucoup de café au lait. À l'époque, hein, je ne sais pas ce qui se passe maintenant, mais il y a longtemps que ça m'est passé, ça. On boit beaucoup de café au lait le soir. Et comme on n'avait pas beaucoup, il y avait ça de café, quand on achetait un paquet comme ça, c'était surtout du succès d'année. Et maman faisait de l'orge grillée. C'était l'horreur, cette orge grillée, ça sentait mauvais, ça sentait le brûlé. Et puis le succès d'année, c'était terrible. Et moi, le café au lait, j'ai jamais aimé ça le soir. Alors, quand elle me demandait, et qu'est-ce que je peux te faire à manger? Je disais des spätzle. Alors, j'ai été nourrie au spätzle. Je peux vous dire que c'est très nourrissant. La preuve, hein, j'ai passé Auschwitz avec les spätzle. Voilà, je peux vous dire. Voilà. Bon, écoutez, je parle un peu plus sérieusement. Vous avez des questions à poser par rapport à ça, au niveau alimentaire? Oui. Arnaud, tiens, approche-toi. Oui, venez. Rapproche, tu te présentes et tu voilà. poses ta question. Et le silence pour que Madame Pollack puisse bien entendre et que tout le monde puisse entendre. Avec la nourriture, qu'est-ce qui était le plus dur dans la vie quotidienne? Pardon, la nourriture? Dans la vie quotidienne, qu'est-ce qui était le plus dur avec la nourriture? Qu'est-ce qui était... Est-ce qu'il y avait un manque d'un point de vue alimentaire? De tout, on manquait de tout. Je viens de dire, on avait 90 grammes de viande par semaine. Est-ce que vous vous rendez compte? 90 grammes, c'est quand vos parents vous font un steak, c'est un steak, un jour, c'est 90 grammes. Sinon plus, hein, actuellement. C'est plus la période où on mange beaucoup de steak actuellement. C'est vrai. Ça, mais 90 grammes de viande par semaine, vous imaginez, il fallait avoir l'imagination facile, fertile, pour trouver un menu à faire. Et pour moi, c'était les spätzle. Ça, c'était très bien. Pourquoi? Parce qu'on cherchait du lait, des œufs et de la farine. Les 90 grammes, c'était pour vous trois ou c'était par personne? 90 grammes par personne, mais c'est pas beaucoup. Quand on vous fait un steak, vous, à la maison, c'est bien pour vous tout seul. 90 grammes, c'est le poids d'un steak. Alors ça, c'est pour 7 jours. Hein. 90 grammes, c'était pour la semaine. Vous voyez? Et tous les autres, il fallait l'imagination fertile. Et je vous dis, comme sport à l'école, pour avoir des pommes de terre, on cherchait, on faisait la chasse aux dorifores. Voilà, ces petites bestioles qui mangent les pommes de terre. Qui rongent la racine des pommes de terre. Et quand la racine des pommes de terre est rongée, on n'avait pas de pommes de terre, même pas de patates. On avait très peu de pain.
si je me souviens bien, 250 grammes de pain par jour. Vous savez, si vous cherchez une baguette, si vous avez faim à 4 heures, ben, écoutez, vous la tartinez bien. Écoutez, hein, c'est facile. Nous, des baguettes, on n'en avait pas. Voilà. Quand vous étiez... Chut, s'il vous plaît. C'était qui que vous étiez déjà Il y avait une personne que vous aidiez pour les patates. Vous étiez dans les champs pour ramasser les pommes de terre. Oui. Vous étiez avec qui Avec, étiez seul en famille, en famille? avec le père de ma tante, son père et moi. Et On donc- allait, d'abord on les semait, et puis après on binait les trucs, et puis après, ben, écoutez, on cherchait les dorifores pour qu'on ait de belles pommes de terre, et après on récoltait. Ok. Oui, ben oui, parce que tout ça, on n'avait pas beaucoup de moyens. Oui. Il n'y avait pas Bon, ben, je peux aussi rentrer dans ce sujet-là. On n'avait pas de travail, il n'y avait pas de travail rémunéré. Et pour ne pas qu'on meure de faim, on avait une allocation. On était soutenu par la préfecture. C'était, voilà, pour subvenir aux besoins vitaux. À ce moment-là, J'allais à l'école, en sabot. Et j'étais à Balbronn, là, c'est ce monsieur... Isaac Schwartz. pardon Isaac Schwartz. Isaac Schwartz, ce monsieur âgé, j'allais chez lui, j'allais en sabot à l'école, et ce monsieur, malheureusement, on a posé des Stolpersteine là il n'y a pas longtemps, c'est lui qui me ressemelait mes sabots avec des pneus usagés. Voilà. quand vous faisiez les patates, du coup, enfin, c'était à quel moment de l'année? Il faisait très chaud, il faisait très froid? Le climat est analogue au nôtre. Dans le Jura, c'est un climat qui est pratiquement analogue au nôtre. Ok. Oui, c'est ça. On récoltait à l'automne, etc. C'était comme ici. Hein. Voilà. Oui. J'ai répondu à votre curiosité. Alors, très bien. Mais non, mais c'est très bien. Merci Arnaud. Oui. Il y a Voilà. une autre question. Oui. Léo, viens. Il est 4 heures, il reste encore 1h25 de temps. Bon, ben d'accord, on va faire vite là. C'est ce que ça veut dire. Non, je vous dis juste, je vous Oui, donne un peu le temps pour Oui, vous oui, je éliminer. sais. Mais vous savez, c'est très important Bien sûr, de bien vivre comme réfugié, comme on a vécu. Bien sûr. Je vous écoute. m'appelle Léo Hamel. Oh, j'entends rien. Silence, s'il vous plaît. Je m'appelle Léo Hamel et j'aimerais vous poser une question. Allez-y. Vous avez dit que vous mangez beaucoup de spätzle. Est-ce que c'était lassant à force? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez dit que vous mangez beaucoup de Des spätzle. Est-ce Des que spätzle, des spätzle. des spätzle. Est-ce que c'était lassant au bout d'un moment? Non, pour moi non, parce que j'avais pas d'autre choix. J'avais pas d'autre choix. Sinon, c'était ce café au lait infect et le café pain au lait. était infect aussi. Non, c'était mon légume de prédilection et mon repas de prédilection. J'allais avec ma gamelle chez ma tante à Lons et elle me réchauffait. Elle me réchauffait mes spätzle. Merci Léo. Voilà. Bon. il y Encore a- une question? Oui, encore une Tom question. Voilà. Et on fait le silence, s'il vous plaît, pour que Madame Pollack puisse bien entendre. Merci. On parlait beaucoup de votre famille, mais votre père était avec vous? Non, mes parents étaient divorcés. D'accord. Pas de problème. Mon père n'était pas, on n'avait aucune nouvelle de mon père, mais les parents étaient divorcés. Le divorce a été prononcé en 1937. Voilà. Merci Tom. Encore une question. Baptiste, viens. Non, mais c'est la question du temps. Il reste plus beaucoup de temps, mais vos questions sont importantes. C'est un temps d'échange mais oui, aussi. parce que ça permet de situer. Tout à fait. Oui. Approche-toi, Baptiste. Approche-toi. Voilà. Allez, j'écoute. Silence. J'ai une question, c'est vous, si je peux me permettre, vous J'entends avez... rien du tout là. Alors, Ok, je vais parler un peu plus fort alors. Les gens qui n'ont pas eu de la chance comme vous d'être mis dans une petite maisonnette avec une cuisine, il leur en arrivait quoi à eux? Qui étiez-vous avec vous à Schirmeck et après? Alors. Vous avez eu de la chance d'aller dans une petite maison, On n'était pas dans une petite maison, on était une chambre, ou dans une un chambre. alcôve. Oui. Et la chambre, elle avait, écoutez, à mon avis, la chambre, elle avait peut-être 3 mètres sur 4. Mais les gens qui n'ont pas eu la chance d'être dans une chambre comme ça, ils leur Mais arrivait quoi? je pense qu'il confond avec ce qui se passe après. Ça, on était comme réfugiés. Je vais vous parler par la suite comme on était comme déportés.
Là où on était, on nous avait transplantés d'Alsace et on nous avait trouvé un lieu où on pouvait, disons, faire la cuisine, on pouvait, voilà. Moi, j'étais scolarisé aussi bien dans le village et par la suite en ville. Oui. Tout le monde était comme, La- votre famille. les gens essaient de trouver une solution. Ah, ok. D'accord. Il le fallait. Vous savez, il y a des gens qui vivaient, par exemple, je pense, nous, on était là dans une chambre, par exemple, je sais pas, moi, à 800 mètres de là, il y avait des personnes, disons, 3 célibataires et un couple avec un enfant. Eh bien, c'était d'abord les uns qui faisaient la cuisine, et quand ils avaient terminé, c'était les autres qui faisaient la cuisine. Et pour aller dans leurs chambres respectives, il fallait qu'ils passent une pièce. Vous voyez, c'était très précaire, vous savez, comme logement. C'était pas à la maison, hein. À la maison, chez moi, j'avais un 4 pièces, tranquille. Là, on était dans une seule pièce avec alcôve. Moi, c'était prévu pour moi que je dorme. Et mon frère, on devait dormir dans l'alcôve. Mon frère n'a pas bougé, il a bien voulu dormir dans l'alcôve. Mais moi, j'ai jamais voulu. Moi, je n'ai jamais voulu dormir dans l'alcôve. Pourquoi? Parce que c'était une pièce aveugle. Moi, j'ai préféré dormir dans le grand lit avec maman. Pourquoi ces pièces aveugles, ça ne me disait rien. J'ai répondu à votre question? Effectivement. Voilà, c'est Merci bien. Baptiste. Allez. Bon. Voilà. Alors, ces conditions, c'était des conditions avant 1942. Après, c'était différent. À partir de 1943, les parents, les grandes personnes ont commencé à avoir peur, très peur. Pourquoi? La France était occupée par les nazis. Vous savez, les nazis, de toute façon, ils poursuivaient la résistance, ils poursuivaient les juifs, et ils ne faisaient pas le détail, j'ai autant vous dire. Hein. Bon, nous avions une carte d'identité sur laquelle était apposé le nom juif en grand, de 2 cm, 3 cm. Il suffisait d'aller en ville, pour un oui ou pour un non, on pouvait vous arrêter, carte d'identité. Une fois quand ils voyaient que le mot juif était apposé, ils vous embarquaient et vous emmenaient dans le lieu d'où on déportait les juifs, et c'était Drancy. Vous voyez? C'est ainsi que les choses se sont passées. Maman avait très peur pour moi, et dès 1943, même au début de 1944, pendant le mois de février 1944, j'ai même pas été scolarisé. Maman avait peur, on entendait des tas de choses. Et comme je vous ai dit, on déportait, on ne savait pas où on était déporté. Il y avait la résistance qui sabotait les trains qui partaient en Allemagne. Vous pensez bien qu'en Normandie, on était tout à fait capable de fabriquer le même beurre, de fabriquer aussi la crème, d'avoir des œufs. Mais tout ça, ça partait en Allemagne. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des gens qui étaient là pour dynamiter les trains, pour ne pas qu'ils aillent de l'autre côté. Il y avait aussi le problème des personnes qui étaient arrêtées. On prenait les plus beaux meubles, partaient en Allemagne, et les autres étaient vendus aux enchères. Voilà. C'est ainsi que un jeudi, 27 avril 1944, je rentre de mon cours et maman me dit, écoute, il y a quelque chose qui est arrivé, je ne sais pas quoi. Mais il paraît, dans le village d'à côté, dans le hameau d'à côté, il y a quelque chose de terrible qui est arrivé. Bon, on ne savait pas quoi. Ce qui était arrivé, je peux le dire maintenant a posteriori, c'est qu'il devait y avoir une réunion secrète de la résistance. C'était une maison un peu isolée qui était à 500 mètres du lieu où nous allions chercher le lait 3 fois par semaine, mon cousin ou moi, et qui était à environ 2 km 500, 3 km de mon domicile. Donc c'était vraiment très près. Mais pour cela, il fallait traverser la RN 83, c'est-à-dire Lons-Saunier, Bourg-en-Bresse. Là, il y avait cet immeuble qui était un peu plus important que les autres et devait se tenir une réunion secrète. La réunion secrète avait fuité, quelqu'un avait dénoncé cela aux Allemands et elle a pu être annulée. Néanmoins, les Allemands sont venus
et il restait sur place le propriétaire de la maison, chef FFI, les forces françaises de l'intérieur, et il restait le commandant Foucault. C'est-à-dire quand les Allemands sont arrivés, ils ont immédiatement fusillé le commandant Foucault, le propriétaire de la maison a pu se sauver, son épouse a été arrêtée, elle était avec une femme, il n'y a pas très longtemps que j'ai appris qui était cette femme. Cette femme était la femme d'un gendarme qui faisait partie de la résistance. Ils n'ont pas pu le trouver lui, et comme ils ont trouvé cette femme, et qu'ils ont torturé, mère de 3 enfants, qu'ils ont déporté les 2. Pour les non-juifs, le centre de ralliement pour la déportation, c'était Compiègne, et pour les juifs, c'était Drancy. En ce qui nous concerne, le lendemain, c'est-à-dire le 27 avril, le village a été encerclé et on a cherché tous les juifs qui se trouvaient à domicile, c'est-à-dire les personnes, femmes, hommes, enfants, peu importe. Sur mon palier, il y avait une famille, un bébé de 18 mois, son papa avait été libéré, pourquoi il était prisonnier de guerre, et il avait une maladie, il a pu se faire libérer, et il est rentré au domicile. Ils ont eu la joie d'avoir encore ce bébé, 18 mois. Il y avait une petite fille, une petite albinos, qui a aussi été sur notre palier, qui a aussi été déportée. Dans ce village où je me trouvais, nous étions différentes personnes, enfin, à être déportées de Drancy, parce que nous sommes restés que quelques jours dans la caserne à Lons-le-Saunier, et après on nous a amenés en train à Drancy, et de là sont partis tous les convois vers des lieux inconnus que nous ne connaissions pas. Notre convoi était celui de 74, le convoi précédent c'était le 73. Le 73 c'était des hommes, 868 hommes uniquement. Ils pensaient travailler en Allemagne comme STO, travailleurs, STO, service de travail organisé. Et malheureusement, ils ont été à Kaunas, c'est-à-dire en Lituanie et en Estonie, et ils ont péri dans des conditions terribles. En ce qui nous concerne, nous avons été arrêtés, donc, devant chez nous. Ils sont venus, les Allemands sont venus, nous ont demandé notre identité, et pendant ce temps-là, il y a d'autres Allemands qui sont restés devant la maison où nous habitions. Ils avaient forcé la porte de notre propriétaire, ils gobaient les œufs tout crus et ils se sont enfilés des bouteilles de vin qu'elle avait dans sa cave. Notre propriétaire a été obligé de déléguer un de ses enfants pour dire au maire, attention, c'est pas la cave des personnes qui habitent là, c'est ma cave à moi. Ils sont arrivés, les officiers, comment ont-ils eu nos adresses? Ils sont arrivés à Jevinger, c'est le lieu où j'habitais. Ils sont allés voir le maire et lui ont demandé la liste des juifs de la commune. Comment ont-ils eu cette liste? Le maire n'a pas voulu. En 1941, il y avait un recensement, et lors de ce recensement, il fallait indiquer sa religion. Nous, pratiquement, on était français comme tout le monde. Tout le monde a indiqué sa religion. Qu'est-ce que vous voulez? On n'avait rien à cacher. On était de religion juive, bon, voilà. Mais dans les mairies, ils avaient donc le nombre de juifs qui habitaient. Et le maire n'a pas voulu donner la liste des réfugiés juifs. Et les 2 officiers ont dit, de toute façon, la liste, on l'aura. Mais auparavant, voilà, la mitraillette, on vous abat immédiatement. Ils n'avaient pas le choix. Et c'est comme ça qu'ils sont venus nous arrêter. On nous a arrêtés, nous étions, disons, dans une caserne désaffectée. Et au bout de quelques jours, on a été amenés à Drancy. Il y avait avec nous une personne qui n'était pas juive. Elle avait sur elle un certificat de baptême de sa grand-mère. C'est ce qui lui a permis de faire libérer son mari. C'est-à-dire, au lieu d'être déportée comme nous,
son mari a été embauché par Lévitan. Lévitan était, peut-être encore maintenant, un grand magasin de meubles. Il travaillait là-bas, ce mari, M. Marx, il travaillait là-bas et il devait trier les meubles. Les plus beaux allaient en Allemagne, les autres étaient vendus aux enchères. Voilà. Des personnes, par exemple, l'amie avec laquelle je me trouvais, j'ai sympathisé avec une amie. Maman était très malade à Drancy. On peut s'imaginer se trouver seule avec 2 enfants, enfermés, destination inconnue, se trouver là. Maman a très mal supporté et elle a fait une crise cardiaque. Il y avait à côté une personne qui était seule. Elle avait été arrêtée sur son lieu de travail sous son nom de jeune fille. Son mari n'était pas juif. Il devait, dans le temps imparti d'un convoi à l'autre, il devait venir apporter ce certificat de baptême. Et il n'a pas pu l'apporter dans ce temps-là, et mon amie Sarah a été déportée avec nous. C'est le 20 mai, nous sommes arrivés à Drancy, quelques jours après notre arrestation, après notre séjour dans cette caserne, et nous sommes partis en train, en wagon, nous sommes partis, et voilà, nous sommes partis. Bon, voilà, pardon. Une petite parenthèse. Intermède. Oui. Bon, nous sommes donc partis de Drancy à Drancy. Drancy, nous sommes partis quelques jours après. Le convoi 73 est parti le 15 mai et nous sommes partis le 20 mai 1944. Quand on a demandé vers quelle destination, on nous a distribué des étiquettes. Notre valise unique partait 2 jours avant notre propre départ. On nous a distribué des étiquettes à mettre une étiquette à l'intérieur de la valise, une étiquette à l'extérieur avec nos noms et nos prénoms. On nous a dit à Drancy, il y aura sur place un grand centre, une grande place, et c'est là que vous retrouverez les valises. On ne les a jamais retrouvées, je peux vous le dire. Bon, nous sommes donc partis le 20 mai 1944. Devant moi est tombée une personne âgée, devant moi. Cette personne âgée, je ne savais pas ce qui était advenu d'elle. Je suppose, je vous dirai pourquoi. Nous sommes partis, vous avez entendu parler des autobus parisiens. Nous sommes partis par les autobus parisiens, exactement, à la gare de Bobigny. La gare de Bobigny est une gare de triage. C'est l'horreur. Une très grande gare de triage. À l'époque, il y avait encore des locomotives à vapeur. Vous entendiez d'un côté des locomotives à vapeur qui changeaient de rail, qui changeaient de direction. Vous entendiez ça. Vous étiez vraiment, c'était déjà une ambiance de fin de monde, parce que il y avait du bruit et des bruits qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Et nous sommes arrivés, et à l'arrivée, il y avait sur un quai à côté de nous 3 brancards. 3 brancards, je ne savais pas qui c'était. Notre convoi se composait de 1200 personnes, et après la guerre, j'ai vu des personnes qui ont édité un livre, et par rapport à notre convoi, le convoi 74, on a dit c'était 1197 personnes qui sont parties et 3 inconnus. C'était les 3 personnes qui étaient couchées là sur le quai. La personne qui était tombée devant moi, on n'a pas pris la peine de lui prendre ni son identité, ni de voir si elle était morte encore ou si elle vivait encore. Il fallait qu'elle parte. Le convoi devait avoir 1200 personnes et avec les 3 personnes, il y avait 1200 personnes. Voilà, c'est comme ça. On est donc resté en contrebas de notre quai
il y avait 20 wagons à bestiaux. Je vous ai dit, on ne savait pas où on allait, on ne savait pas comment on allait partir, mais en contrebas de notre quai, à côté de la gare de Bobigny, il y avait marqué gare de Bobigny, il y avait 20 wagons et des ouvriers étaient en train de décharger des bottes de paille dans ces wagons. J'ai vu carrément les personnes qui commençaient à changer de figure parce que les adultes ont commencé à comprendre que nous allions monter dans ces wagons à bestiaux. Je ne sais pas si ça existe encore, mais les wagons à bestiaux circulaient, il y a encore des années, j'en vois plus parce que je ne vais plus à la gare. Il y avait une lucarne et des têtes de chevaux sortaient. Je ne sais pas si ça existe encore. Ça existe encore, on ne voit plus. Mais c'était ce genre de wagon à bestiaux, une lucarne et 3 têtes de chevaux sortaient. C'était même de trop. On avait mis au milieu de cette ouverture, on avait mis une barre en fer forgé parce que c'était encore trop, on avait peur qu'il y ait des évasions. Au dernier moment, on est donc monté par 60 dans ces wagons. Et au dernier moment, un Posten, c'est-à-dire un Allemand, un militaire allemand, est monté également avec nous. On avait monté auparavant une tinette et, vous savez ce que c'est, ça c'est pour nous exonérer, et une couverture, et on a fermé la porte. Pourquoi il y avait ce militaire dans notre wagon? Parce que dans des convois précédents, il y a des déportés qui ont décelé des planches et qui se sont sauvés. J'ai encore une amie actuellement dont le père a pu se sauver de cette façon-là. Voilà. Je vais m'arrêter. Et ce monsieur qui a pu se sauver, c'était dans quel convoi, en quelle année? C'était en 42, Oui, 40... c'était aussi en 44. Il a pu se sauver. C'est-à-dire qu'ils sont partis par la Belgique. Eux, c'était par la Belgique, c'était le haut. Et ils ont été avertis par des cheminots que le convoi, à partir d'un certain moment, roulerait plus vite, plus lentement. Et qu'à ce moment-là, ils pouvaient sauter. Ils sautaient, c'était au mois de décembre, et donc 43. Et ce qu'ils ont fait, ils ont sauté. Bien sûr, il y avait des mitraillettes qui sortaient de partout, mais pas du wagon même. Du wagon. Et ils ont sauté dans l'eau. Elle raconte son père, qui est mort maintenant. Il est sorti de l'eau. Quand il a vu une lucarne au loin, c'était un boulanger qui travaillait. Et il a dit, est-ce que je peux me réchauffer un petit peu? Bon, on ne l'a pas beaucoup encouragé. Il est allé ailleurs parce qu'il était dans le nord. Il avait quelqu'un qu'il connaissait. Et c'est comme ça qu'il a été sauvé par cet ami. Mais bon, par exemple, il y a un de ses copains, il lui a dit, écoute, viens avec moi. Il a dit, bon, je vais aller là où on doit aller, je vais travailler, et puis je n'ai pas envie de risquer. Mais il lui a donné un livre de prière. Il lui a dit, écoute, si tu vois ma famille, c'est telle et telle famille, tu leur donnes. Et le jour de sa communion, ce garçon, son petit-fils, avait ce livre de prière. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Peut-être que c'est un peu technique tout ça. Avez-vous des questions? Arnaud, tu as une question? Oui. Voilà. Oui? Il y a un Allemand. Pardon. Il y a un Allemand que vous avez dit qu'il s'appelait, enfin, que son poste c'était Posten, ça veut dire quoi? Un Posten, c'est un Allemand, un militaire allemand. C'est un Posten, on appelle simplement. ça. Oui. Qui est dans le wagon pour vérifier qu'il n'y ait pas d'évasion, justement. Parce que Mme Pollack expliquait qu'il y a, auparavant, il y a des déportés qui étaient dans les wagons à bestiaux qui ont réussi à s'évader des wagons. Ils ont décelé le plancher et sont partis. Et à partir de ce moment-là, on a eu, enfin, longtemps après, on a eu un militaire lourdement armé qui était avec nous dans le wagon. Il sortait de temps en temps pour aller se désaltérer ou manger. Et là, on était sur une voie de garage, ça nous est arrivé très souvent. Pour aller jusqu'en Pologne, on a mis 3 jours. Parce qu'en fait, j'avais pas compris que les Allemands qui s'occupaient des trains, on les appelait les Posten.
Alors, non, les Poston, c'était juste le nom des soldats qui se postaient, si tu veux, Ah. dans un wagon. Voilà. Dans un wagon et qui surveillaient les déportés Donc c'est pendant que ceux qui, qui sont dans les postaient, wagons, qui sont postés dans les wagons pour surveiller les déportés pendant tout le trajet. Voilà. Et Jusqu'à ils là. sortaient de temps en temps pour aller se désaltérer, pour aller manger. Et nous, pendant ce temps, on était sur une voie de garage. Merci beaucoup. Ça va? Voilà. Donc, mai 1944, Drancy, donc Madame Pollack l'a dit, Drancy c'est vraiment le centre où sont rassemblés tous les juifs qui sont ensuite, qui ont été arrêtés avant d'être déportés. Vous ne savez, les gens à l'époque ne savaient pas où. Non. Et effectivement, les nazis, Convoi 74. convoi 74, Donc effectivement, il y en avait auparavant, hein, l'autre. les premiers convois démarrent en 41. Le premier convoi, En 42, au 42, il fallait d'abord construire Drancy. Mhm. Après ont été construits les camps de concentration. Ces gens-là ne vivaient plus en 44. Les 44, conditions ouais. étaient telles qu'ils ne vivaient plus. Oui, oui. Est-ce que vous avez des questions à poser à Madame Pollack par rapport à Drancy, par rapport au trajet? Oui, tiens. De quoi? Le trajet de Drancy jusqu'à Auschwitz, c'est ça? L'élève demande combien de temps a duré le trajet de 3 Drancy? jours. Parce qu'on était de temps en temps sur une voie de garage. Le poste qui était dans notre wagon, il fallait bien qu'il mange, qu'il se désaltère. Et pendant ce temps, nous étions sur une voie de garage. Vous voulez boire un 3 peu d'eau, jours. Madame Pollack? Vous voulez boire un peu d'eau? Oui, je veux bien boire. Oui, Il est ici. oui là, merci beaucoup. Voilà, merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres? Oui, Edouard? Est-ce qu'il y aurait de l'eau à disposition? Vous avez soif? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Les élèves ont soif, ils ont chaud. Pardon? Les élèves ont soif, ils ont chaud. Eh ben oui, bah, voilà, je peux vous offrir. Hein. Il y a les robinets qui sont sur. Vas-y. Ça va, Madame Pollack? Oui, 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 ça, moi, ça va. C'est eux. Voilà. Voilà. Bon, Pardon? D'accord, ok. qu'est-ce qu'ils disent? Madame la ministre dit que dès que. Parce que là, il y a la récréation. Il y a la récréation, donc dès que la récréation sera finie, on ouvrira les portes pour faire un peu d'air. D'accord, d'accord. Moi, j'ai pas de. Bon. Écoutez, il n'y a pas de problème pour moi. Hein. Vous faites comme vous êtes chez vous. Hein. Écoutez, Ça va, vous pour savez- l'instant? Pardon? Tout va bien? Oui, oui. Et vous trouvez ça? Oui, Ça oui, avance, très bien. ça avance. Voilà. Ça avance, ça avance. Il nous reste un peu moins d'1 heure. Je vous dirai quand il reste 5 minutes, si jamais les élèves ont des questions. bien sûr. Parce Non, mais qu'après, je vais ils doivent. développer maintenant le campus. Oui, c'est ça, Je vais développer. parce que ils ont leur bus à. À quelle heure? Là, ça sonne à 16h25. Ils ont leur bus à 16h30. Alors, il y a cette musique là que j'ai C'est ça, entendue. tout à fait, D'accord. tout à fait. Je vais poser la question parce que c'est cette musique. Mais c'est plus sympa que la sonnette. Tout à fait. Ou la Ça- sonnerie. Ça change un petit peu. Oui, c'est bien. C'est bien. Alors, Voilà. alors. Est-ce que vous saviez que vous alliez lancer dans Pardon, Ah, j'entends. attends, on va J'entends attendre. pas. Si t'es d'accord, on va attendre que Voilà. tout le monde revienne. Qu'est-ce qu'il y a? Tu puisses poser ta question. Alors, il y a une question. Donc ça, s'il te plaît, je ne te connais pas. je m'appelle Camilla Friedman. Camilla Friedman. Donc, Pardon? Est-ce que vous saviez où vous alliez quand vous étiez dans le train? est-ce que vous saviez où vous alliez Mais- quand vous étiez dans le train? Mais non, mais je vous l'ai dit, dès le début, on ignorait tout. Quand on a commencé à Drancy à poser des questions, on nous a donné des étiquettes à mettre à l'intérieur et à l'extérieur de la valise avec nos noms et nos prénoms. Les valises sont parties 2 jours avant nous. Et il y avait un service spécial, bon je vais vous parler tout à l'heure d'Auschwitz, mais il y avait un service spécial à Auschwitz-Birkenau qui s'appelait le Canada.
Ah, pardon. Un service spécial à Auschwitz-Birkenau qui s'appelait le Canada, S'il vous plaît, silence. c'est-à-dire K-A-N-A-D-A. Et c'est là qu'arrivaient toutes les affaires. C'est là qu'étaient triées les affaires, les ourlets ouverts, les épaulettes tâtées et ouvertes. Pourquoi? Parce que les personnes qui étaient déportées cachaient des biens un peu partout, hein, vous savez ce que c'est. Voilà. Et puis, donc, il y avait ce service spécial. Mais on est loin du service spécial, hein. Pour le moment, on n'est pas encore à Auschwitz. Donc, dans ce, voilà, dans ce compartiment, c'était pas un compartiment, dans ce wagon, j'aime autant vous dire que c'était des personnes qui étaient là. Le bébé de 18 mois, il était très sage. Et à partir de Metz, il n'a plus eu de nourriture appropriée. Il allait, on le prenait partout, mettait sur les genoux des uns et des autres, voilà. Et puis, à la fin du deuxième jour, maman s'adresse à moi. Maman était fatiguée, comme je vous l'ai dit. Mon frère avait 4 ans de moins que moi. Et maman, toujours très lucide, me dit, écoute, là, on va arriver. Je ne sais pas si nous allons rester ensemble, mais de toute façon, toi, tu es maintenant jeune, je me portais bien. Bon, les spätzle, vous savez, ça nourrit bien. J'étais bien en chair. Ce qu'il fallait, quoi, ce qu'il fallait. Et maman me disait, tu sais, ton frère et moi, nous risquons de ne plus être ensemble parce que toi, tu es jeune, tu es forte, tu feras certainement un autre travail que moi. Agis comme si j'étais toujours à tes côtés. Et c'est par la suite que j'ai écrit ce livre, Agis comme si j'étais toujours à tes côtés. Ce sont les dernières paroles de maman. Voilà. Elle le sentait sans doute. Voilà. Nous sommes donc arrivés le troisième jour. Le deuxième jour, elle me fait cette réflexion. Nous sommes restés encore toute une nuit et le lendemain matin, notre posten, il part, il se nourrit convenablement et il arrive, ouvre la porte et il y a derrière lui une quinzaine de compatriotes, de militaires, voilà, disons. Et c'est là qu'il rentre. Il rentre avec une sibyle, il ne rentre pas entièrement, et il nous demande de lui donner ce qu'on avait encore comme argent, ce qu'on avait comme or, ce qu'on avait comme bijoux, ce qu'on avait comme objet en cuir, et qu'il reviendrait un quart d'heure après pour ramasser ce qu'on aurait mis dans son sibyle. Il n'a pas ramassé grand-chose, parce qu'on avait déjà été écrémés partout. C'est pour vous dire que, après la guerre, les Allemands ont toujours dit qu'ils ne savaient pas ce qui se passait dans les camps de concentration. Déjà, ceci, c'était déjà un mensonge très important. Pourquoi? C'était des militaires et c'est eux qui voulaient aussi leur part du gâteau parce qu'ils savaient parfaitement qu'ils allaient nous quitter. Et là, on était versés dans le camp d'Auschwitz-Birkenau où très peu de personnes survivraient ou même étaient choisis pour aller travailler. Effectivement, dans cette journée, nous sommes restés très longtemps sur cette voie de garage et puis on a commencé à avancer, le train a avancé et il y avait à côté de nous, il y avait un jeune homme qui était grand et on a demandé qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, qu'est-ce qu'il voyait? Ce sont des hommes en pyjama qui marchent très vite. On ne savait toujours pas ce que c'était. Et vers le milieu de l'après-midi, on entend des gonds qui sautent. Et ces gonds, chez nous aussi, tout d'un coup, il y a des gonds qui sautent. Et ce sont des hommes, des déportés, avec des habits rayés, une calotte rayée, qui nous disent de descendre et de tout laisser dans le wagon. Tout laisser dans le wagon. Il faut dire que pendant ces 3 jours, 2 jours et demi qu'on est resté, il faut dire que il y a des personnes qui voulaient sortir du wagon
Il y a des personnes qui ont très mal supporté d'être claustrées dans ce wagon. Mais bon, on les a empêchés et voilà. Bon. On a ouvert donc, les gonds ont sauté et quand on a ouvert ces portes, tout laissé, où est-ce que vous voyez que même votre sac à main, c'est donc vos objets les plus intimes, doivent rester sur place dans la paille et nous devons avancer. Et au milieu du quai, c'est un grand quai, au milieu, il y a des personnes âgées, il y a des femmes avec des enfants. Pourquoi? On leur a dit de rester sur place. Il y a des camions qui les emmèneraient par la suite. Et nous, on n'a pas tenu compte de cela. Maman était au milieu, moi j'étais à gauche et mon frère à droite. Et il y avait des capots, on appelait ça des capots, qui avaient de fines baguettes. Vous savez, ça fait mal les coups de trique là, de fines baguettes qui demandaient à ce que les personnes restent au centre, de plus en plus au centre, parce qu'il y avait 2 fils de chaque côté. 1200 personnes ou 1190 personnes, c'est pas rien qui doivent sortir d'un train, c'est pas rien. Donc nous, on était de chaque côté. Les personnes qui n'étaient pas alignées convenablement, il y avait de temps en temps des coups qui tombaient. On s'est dit, mais où sommes-nous? Et j'ai mon amie Sarah qui avait sur ses bras le petit Jean-Claude, notre voisin de palier, qui avait 18 mois. Et elle dit, Madame Kahn, écoutez, j'ai peur qu'il n'arrive quelque chose à ce petit garçon. Regardez, je vous le rends. Et toutes les femmes qui avaient un enfant dans les bras, ou un enfant à côté d'eux, ou un vieillard, sont parties immédiatement à droite. Droite, c'était la douche mortelle. Nous, on était à gauche et on avance. Il y avait des gens devant nous, on ne s'est même pas rendu compte, on avançait. Et tout d'un coup, on se trouve devant 2 SS, 2 officiers allemands. Maman est au milieu, moi je suis à gauche, mon frère est à droite. Et ils disent à maman à droite, et à mon frère, et à moi, ils disent à gauche. Maman dit, mais c'est ma fille. Et c'est là qu'ils disent, dans quelques jours, vous allez vous revoir. Bon, on ne s'est jamais plus revus. Et j'étais, moi, choisie pour le camp du travail. Il y avait environ 150 femmes et autant d'hommes, c'est-à-dire 300 personnes, sur ce convoi qui ont été choisis pour le travail. Les autres sont partis immédiatement du côté de la douche mortelle. Vous savez que cette douche mortelle a été décidée à la conférence de Wannsee en 1942. Les nazis avaient, les hauts dignitaires nazis avaient une réunion très importante en février 1942 et c'est là qu'ils ont décidé de la solution finale. C'est là, et c'est là qu'ont été, de là ont été construits donc les chambres à gaz, c'est là ont été construits les fours crématoires qui par la suite ont bien servi. Tenez-vous compte, il y a sur 100 personnes déportées, 3% sont revenus. C'est-à-dire vous mettez 100 personnes d'un côté et vous en mettez 3. Vous en enlevez 3. 3 personnes sont rentrées des camps de concentration. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je pense que quand je vous explique ça de cette façon, vous vous rendez compte. 100 personnes, 97 ne sont pas revenus, juste 3 personnes sont revenues. Voilà. J'étais donc du côté des travailleurs et voilà, nous rentrons dans un grand hall. Dans le grand hall, on nous demande de nous déshabiller. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas un problème de mettre un décolleté. Aujourd'hui, on se met à l'aise. Quand on a chaud, on se met à l'aise. Bon, voilà. À l'époque, pour se mettre, déshabillez-vous, enlevez tout, c'était difficile en 1944. Et Schneller, bon, ben voilà, on s'est mise toute nue. Déjà, des gens qui étaient là pour nous surveiller fouillaient de ce qui nous restait. Parce qu'il y en a qui avaient gardé une montre, d'autres une alliance, etc. Tout de suite, elles fauchaient ça. Parce qu'il y avait aussi des personnes qui fauchaient. Et puis, des rangs s'étaient constitués. On nous a dit de nous mettre dans des rangs. C'est-à-dire un rang, le premier rang, c'était pour nous tondre les cheveux. Les cheveux tondre. L'autre rang, c'était pour nous mettre notre numéro. C'est mon numéro du début. Hein. Je me suis lavé depuis, hein, vous pouvez me croire. Voilà.
et c'est mon numéro, on a été tatoué, et c'est comme ça que les 150 personnes ont passé, c'est-à-dire tondu et tatoué. Et de là, on est allé dans une autre pièce. Personne ne nous avait demandé si on a faim, si on a soif. Personne ne nous a demandé quoi que ce soit. Et on était sur des gradins, assis sur des gradins. Il faisait bon chaud. On se demandait pourquoi. Eh bien, c'était des affaires, des robes et une culotte qui venaient d'un convoi précédent et qui était en train d'être désaffecté. On est descendu. Et on nous a jeté une culotte, on nous a jeté une robe, verte, rouge, jaune, etc. Comme on a été choisi en fonction de notre jeunesse et de notre possibilité de travailler, on avait pratiquement toute la même taille, à peu de choses près. Eh bien, voilà. Et dans un grand tas, dans un coin, il y avait les chaussures. Il fallait faire très vite. Moi, je sais que mon expérience de la guerre, c'était ne pas mettre de chaussures en semelle de bois parce que je ne supportais pas très bien ça. Et comme j'avais aussi l'expérience des sabots, moi, il me fallait une bonne paire de chaussures et j'ai choisi une bonne paire de chaussures. Mais il ne fallait pas choisir très vite. Il fallait choisir très vite, au contraire, parce qu'il y en a qui n'ont même pas eu le temps de choisir la paire. Il y en a qui sont sortis de là et qui avaient deux paires de droit ou deux paires de chaussures gauche. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ça aille vite. Et on nous donnait une aiguille de fil, il fallait coudre son nouveau numéro sur le côté gauche de notre robe. Il était déjà très tard ou très tôt, comme vous voulez, au moins 3 heures du matin, quand la même personne qui était responsable de bloc, il fallait toujours se mettre par 5, et par 5, comme on n'avait jamais fait notre service militaire, qu'on n'était pas très discipliné, dans sa langue, c'était une polonaise, dans sa langue natale, que certains comprenaient, on dit sale juif, je vous materai. Et c'est comme ça qu'on a été, les fils de fer étaient électrifiés, le jour commençait à poindre. Écoutez, on était au mois de mai, vous savez, les journées sont longues. Eh bien, c'est là qu'on nous a amenés dans notre bloc, c'était le bloc 31. Ce qui veut dire qu'il y avait 30 blocs avant le nôtre. Bien. La nuit était courte et là on nous a amenés groupés. Nous étions par 10 pour un lit, c'est-à-dire c'était des lits à chalis, un troisième étage, un deuxième étage et 10 personnes, 2 couvertures. Quand une personne voulait se tourner, les 9 autres devaient se tourner aussi. Et c'est là qu'accompagnés que nous sommes allés au Washraum. Le Washraum, c'était une grande baraque. Au milieu, il y avait une tuyauterie qui était trouée, où sortait un filet d'eau. Il y avait un morceau de sable comme savon, mais c'est tout. Hein. Les serviettes éponges, il ne fallait pas y compter. Vous les aviez laissées à la maison. Hein. Et puis, il fallait faire vite. Et surtout, de temps en temps, l'eau à Auschwitz, il était impossible de la boire. L'eau sortait des tuyaux de temps en temps couleur rouille. Vous pouvez vous imaginer pourquoi. C'était des tuyaux qui avaient été utilisés, je ne sais pourquoi, et qui étaient rouillés à l'intérieur. Et les personnes qui ont dérogé à cette interdiction l'ont payé de leur vie. Le matin, bon, ben, écoutez, aufstehen. Après, on allait un peu plus loin, le même baraquement. Et il y avait environ 25-30 trous, l'un à côté de l'autre. C'était pour nous exonérer. Mais il ne fallait pas rester trop longtemps parce qu'il y en a d'autres qui attendaient pour la suite tout simplement des trous, les uns à côté des autres. C'est-à-dire qu'on avait perdu toute personnalité, on avait perdu toute possibilité de s'isoler. Ça n'existait plus. On était vraiment tombés là comme des esclaves. Tiens, voilà. On a donc fait notre première journée, c'était avant tout l'appel. C'était l'appel du matin. Notre bloc était constitué de 7 à 800 personnes, des chalis de chaque côté. Et nous étions au bloc 31, nous étions au lager A, il y avait le lager B, il y avait le lager C, le D. Auschwitz, c'est un immense, peut-être certains d'entre vous étaient déjà à Auschwitz, c'était un immense camp.
il y avait pas uniquement des chambres à gaz, il y avait aussi des fours crématoires. Parce que les personnes, d'abord, on les tuait, et après, les fours crématoires, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et très près, nous étions au lager A. Le lager B, à côté de nous, il y avait un four crématoire qui, du haut de sa cheminée élevée, sortait au moins certaines nuits, je dis 2 à 3 mètres, peut-être j'évalue mal, mais le ciel était éclairé des nuits entières par les corps qu'on brûlait. Et il y avait 2 caractéristiques, les fours crématoires et les odeurs. Les odeurs, vous pouvez vous imaginer les odeurs qui pouvaient planer sur le camp. Quand est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un veut poser une question? Oui. Alors, viens, approche-toi s'il te plaît. Parce que ça va vite maintenant. Vous voulez boire un peu d'eau? Non, ça va. Vous me dites, hein? Oui, non, ça va. Oui, je vois. il reste encore 30 minutes. Oui, ça va. C'est bon pour ça pour que vous je voudrais parler de tout. Oui. Alors, chut, encore une fois, silence. Vas-y. À un moment, il y a eu la sonnerie et du coup, j'ai pas entendu les derniers mots de maman. J'entends rien, moi. Alors, le jeune homme dit que, à cause de la sonnerie, il n'a pas entendu quelles sont les dernières paroles de votre mère. Ah, agis comme si j'étais toujours à tes côtés. Agis comme si c'était presque prémonitoire, pardon. Voilà, c'était ça. Agis, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Agis comme si j'étais toujours à tes côtés. C'est-à-dire que j'avais 15 ans, j'avais eu 15 ans à Drancy, et comme j'étais forte, et qu'elle sentait que ses forces déclinaient, ainsi que mon frère qui était tout petit, elle se doutait qu'elle n'aurait pas le même travail à faire que moi. Quant à leur fin prématurée, jamais on s'est douté de quoi que ce soit. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ouais. Deuxième question. Après, à un moment, vous avez dit qu'il y avait à peu près 300 personnes qui étaient allées pour le travail forcé. Et du coup, les autres, il y en avait à peu près combien? Ben voilà, elles ont pris le chemin, les autres ont malheureusement pris le chemin de la douche mortelle. Il y avait un chemin à droite, le chemin de la douche mortelle. Vous savez, j'ai parlé de la conférence de Wannsee. C'est là qu'a été décidée la solution finale, c'est-à-dire la Shoah, détruire les personnes, finaliser la fin des personnes par le gazage. Par les gaz, oui, cyclone B, voilà. Mais c'était pas public, c'était resté en vase clos. C'était les nazis qui avaient décidé ça et qui ont mis à exécution ce plan. Et quand nous sommes sortis du train, il y avait environ 150 femmes et environ 150 hommes pour travailler dans le camp. Ok. Tu avais une question encore? Ouais, et après le tatouage, ça fait mal? Pardon. Alors, est-ce que la question du tatouage, est-ce que quand on vous a tatoué, ça vous a fait mal sur le cou? Bon, c'est un tatouage. Ceux qui sont tatoués peuvent vous dire. On supporte. Hein, voilà. Okay. On ne savait pas, nous, ce que c'était, mais bon, on supporte. C'était pas le plus grave. Allez, je vous rassure. Ok. Voilà. Merci. Voilà. Je signale juste que le livre, le collège a des exemplaires au CDI, d'accord? Donc ceux qui sont intéressés, vous pourrez le lire. Voilà. Bon, alors je continue. Donc après l'appel du matin. Donc l'appel. Après l'appel du matin, il fallait que tout le monde soit compté, tout le camp, A, B, C, tout ce qui existait au camp. Et à ce moment-là, on avait le droit de recevoir notre pitance du matin, c'est-à-dire que, comme nous étions toujours par 5 et par an, 5, toujours par 5, et on avançait, et il y avait de grands cubelles, de grandes cuves de 50 litres d'un breuvage d'une couleur brunâtre. C'était vraiment pas du café, ça je peux vous garantir. C'était des feuilles séchées. Je ne saurais vous dire de quel arbre, mais bon, voilà. C'est ce breuvage-là qu'on nous servait dans des espèces de cuvettes émaillées et ébréchées.
C'est-à-dire que comme nous n'avons aucun couvert, on lapait chacune à notre tour, on lapait une gorgée de ce breuvage. Même s'il était insipide au début, je peux vous dire que par la suite, on était même content de boire ou de laper ce breuvage. Pourquoi? C'était tout ce qu'on avait à boire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On ne pouvait pas boire d'eau. Et là, quand c'était terminé, on nous cherchait, c'est-à-dire que les mêmes personnes qu'on avait vues sur les quais, avec leurs petites baguettes effilées, qu'on appelait des capots, qui venaient et qui choisissaient. On avait amené des pelles et des pioches. Il fallait suivre plusieurs personnes qui étaient là. C'était des privilégiés par rapport à nous. C'était des déportés qui étaient là depuis très longtemps, mais qui avaient des plans, on ne peut pas dire autrement, et qui avaient aussi un caractère spécial. Parce que pour mater les personnes ou pour les battre, il fallait quand même avoir un caractère spécial. Mais je pense que ce caractère, vous pouviez l'acquérir à force de voir les autres agir. Et vous-même crevez la dalle, hein, il faut le dire. Et puis, pour les personnes, c'est là qu'on travaillait la terre. Bon. Pour les personnes qui n'avaient pas eu de pioche, ni de pelle, il y avait, on les emmenait, on m'a emmené sur un grand tas. Il y avait à un moment donné un grand tas de pierres. Il fallait prendre une pierre, pas trop petite, de tout calibre. Il ne fallait pas la prendre trop petite, parce que cette pierre, il fallait la porter à un endroit pendant, je ne sais pas moi, 1 kilomètre, peut-être pendant 1 heure. Et quand on était arrivé, quelque temps après, il fallait la ramener au point de départ. Pourquoi ça? Parce que le camp était grand, immense même. Il ne voulait pas qu'on se promène dans le camp. Il voulait que tout le monde soit occupé. Et pourquoi on nous a laissés comme ça pendant 4 semaines, qu'on appelait le camp A, le camp de la quarantaine? Pourquoi? Parce qu'on pouvait arriver avec des maladies contagieuses. Ces maladies contagieuses, ils n'avaient pas peur pour nous, mais ils avaient peur pour eux, les nazis. Pourquoi? Les maladies contagieuses, ils pouvaient également être contaminés. Et c'est pour ça qu'on nous laissait dans ce camp de quarantaine pendant 40 jours. Mon ami de Paris, qui avait 44 ans, moi j'en avais 15, on avait sympathisé. Et quand je me suis retrouvé sur le quai et que j'avais été choisi pour travailler et que je me suis retourné à droite, à gauche, je ne connaissais plus personne qu'elle. Il n'y avait plus qu'elle que je connaissais et je me suis rapproché d'elle. Elle-même, comme elle a été mariée avec un non-juif, elle pensait ne pas être déportée, mais dans les délais impartis, son mari n'a pas pu amener le certificat de baptême de sa grand-mère. Pendant la guerre, la poste ne marchait pas très bien et elle s'est trouvée très seule. Et comme je m'approchais d'elle, j'étais seule, elle était seule, et voilà, nous nous sommes retrouvés. Et pratiquement pendant toute la durée de notre déportation, nous étions ensemble. Et ça, c'était déjà un avantage. Comme je vous ai dit, nous étions au bloc 31, et après l'appel du matin, c'était toujours la même chose, les pelles, les pioches, et porter des pierres. Et mon amie de Paris, qui était très astucieuse et très observatrice, elle m'a dit, si tu n'as pas envie de porter des pierres ou de faire ceci, tu me suis. Bon, bah écoutez, très discrètement, parce qu'il fallait faire très attention. Mais enfin, n'empêche, dans un bloc de 700-800 personnes, tout le monde ne peut pas être surveillé. Et c'est ainsi que je l'ai suivi de loin et qu'on a serpenté tout le camp et qu'on est arrivé à l'entrée de l'autre côté. Et elle avait remarqué qu'il y avait le camion qui arrivait et qui déversait, je vous prie de m'excuser, les cadavres de la nuit, des personnes décharnées qui étaient arrivées et qui étaient dans des revires c'est l'hôpital, et qu'on jetait sur un camion
Et aucun nazi, aucun Allemand, aucun militaire ne se serait aventuré jusque-là. Et c'est ainsi qu'on se cachait jusqu'à midi, l'heure de la soupe. La soupe se composait de nouveau de ces cubelles, on appelait ça des cubelles, c'est-à-dire de grandes cuves. Il y avait, bon, les responsables, c'est eux, la responsable du bloc, elle avait ses acolytes, celle qui se promenait avec les baguettes, bon, pas magiques, mais les baguettes dont elle se servait pour battre les capots. Elle servait, elle, les soupes. Au lieu de les remuer pour prendre aussi bien le haut que le bas, elle ne remuait pas trop et elle servait superficiellement. Et dès qu'on arrivait un peu au fond, où peut-être il y avait quelques pommes de terre, peut-être un peu de légumes, quelque chose de plus substantiel, c'est là qu'elle enlevait la cuve et qu'elle la mettait de côté pour leur propre usage. C'est-à-dire que, voilà, le peu qu'on avait était encore volé. Nous sommes restés là, la quarantaine, je vous ai dit, le camp était illuminé le soir, les odeurs existaient. On est arrivé à la fin de la quarantaine. À la fin de la quarantaine, c'était la répartition dans des commandos. Moi, j'étais dans le Außenkommando, c'est-à-dire le commando vers l'extérieur. Il y en a qui ont eu la chance d'être au Canada. Celle-ci ouvrait des trucs, trouvait aussi des aliments de temps en temps. Et peut-être, quand elles trouvaient un bijou, elles allaient chez une responsable et elles l'échangeaient contre une ration de pain, contre une ration de soupe. Ça existait, ça aussi. Mais gare, si vous vous faisiez avoir, c'était fini. Hein, voilà. Tout ce que vous pouviez faire et que vous n'aviez pas le droit de faire, eh ben, était puni très sévèrement. Par exemple, une personne qui ne se réveillait pas pour aller à la douche, quand elle arrivait trop tard, après aussi pour l'appel, eh ben, vous savez, c'en était fait de leur vie, ces personnes. Moi, j'étais à l'Außenkommando, c'est-à-dire que nous travaillions à 6 km du camp. Il y avait de chaque côté, il y avait les chiens et des postens, toujours encore les militaires. Et qu'est-ce que nous faisions? C'était une grande étendue, c'est-à-dire nous faisions les cantonnières, c'est-à-dire on faisait les routes. On distribuait des pioches, des pelles. Moi, j'essayais toujours d'avoir une pelle, mais ce jour-là, je m'étais mal débrouillé et j'ai eu une pioche. On ne les voit plus, ces pioches. Les pioches, c'est quelque chose de très lourd. Je ne sais pas, vous devez vous rappeler de ça. Vous vous rappelez de ça, des pioches très lourdes quand qu'on voyait des gens qui faisaient les cantonniers. C'est très lourd, c'est très dur. J'avais de la peine à soulever cette pioche. Et il y avait donc ces militaires qui nous accompagnaient, qui nous surveillaient. Et des SS? Pardon, des SS? Non, des soldats. D'accord. Les soldats aussi pouvaient se permettre des tas de choses. Tout était permis. Okay. Tout était permis. Et il y avait donc ces soldats, écoutez, au mois de juillet, il faisait très chaud, et qui nous surveillaient. Moi, je sais que ce jour-là, je n'avais pas pu avoir de pelle, et j'avais une pioche. Elle était tellement lourde, comment voulez-vous écoutez, je n'avais que 15 ans, et comment vouliez-vous que je soulève cette... Et puis pour piocher la terre, pour faire des routes, hein, c'était carrément... On ne voit plus ça maintenant. Maintenant, quand ce que vous voyez, c'est des trucs électriques, vous savez. Bon. Et il y avait, parmi ces soldats allemands, il y avait des types qui étaient plus ou moins sadiques, et il y en avait un, justement, qui avait tous les jours une ou plusieurs victimes. Ce jour-là, c'était moi, c'est-à-dire qu'il avait remarqué que je ne travaillais pas suffisamment, que je n'avais pas de rendement, et qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché de moi et il m'a battu. Je sens encore aujourd'hui la semelle de sa botte sur ma joue. Ce jour-là, je peux vous dire, il m'a rendu infirme. Ce jour-là, il m'a rendu infirme pour la vie, parce que plus tard, quand je suis rentré, on n'a pas vu tout de suite, mais 1 an et demi après, on s'est rendu compte que j'avais une colonne vertébrale blessée. Voilà, je vous dis ça. Et bien sûr, il fallait continuer à travailler, il ne fallait pas se plaindre. Et le soleil était ardent,
on n'avait pas d'huile solaire pour nous protéger. Et au bout d'un certain temps, on avait des ampoules. Les ampoules, comme on ne les soignait pas, elles éclataient. Et comme on travaillait la terre, elles s'infectaient. Et on pouvait aller au revire, c'est-à-dire l'hôpital, que lorsqu'on avait une température élevée. Et il m'est arrivé, bien sûr, mon amie Sarah aussi, m'est arrivé d'avoir des ampoules infectées et d'être acceptée au revire. Qu'est-ce que c'était le revire? C'était des lits à chalis d'une personne, on mettait 2 personnes. Qu'est-ce que vous pouviez avoir? Soit les ampoules, soit une... Qu'est-ce que vous pouviez avoir? La dysenterie, c'était une maladie qui était très courante. Et la courante, vraiment. Et puis, on n'était pas soigné. Pour les ampoules, il y avait une pommade brune et une pommade jaune. Et il y avait une espèce de papier hygiénique qui était élastique, et c'est comme ça qu'on vous bandait la jambe. Mais on sortait le plus vite possible de ce lieu. D'une part, vous pouviez être contaminé par votre compagne qui partageait votre lit, votre koya, comme on disait, et d'autre part, il y avait des SS qui passaient. C'est-à-dire que les SS, ils étaient à 2, c'était un bloc, et une tête qui ne leur convenait pas, quelqu'un qui avait une mine trop fatiguée, qui était maigre, qui avait un bouton, etc. On les désignait, on désignait leur numéro. Il y a quelqu'un qui venait et qui prenait, on avait une couverture, on leur prenait leur couverture, on les cherchait, c'était des scènes atroces. C'était des personnes qui savaient parfaitement où elles allaient à la douche mortelle. Vous ne restiez pas plus qu'il ne fallait. Au bout de 8 jours, j'ai essayé de sortir de là et je ne suis plus retourné dans mon ancien commando. J'étais au commando de Kartoffelkommando, c'est-à-dire qu'on portait des trags, une espèce de brouette, les wagons entiers arrivaient avec des pommes de terre et c'était des silos. On portait ceci dans les silos, on montait et c'était gradué et on devait porter ces pommes de terre pour la durée de l'hiver. Voilà. Un jour, justement, fin octobre 1944, on est rentré. C'était un appel très, 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 très long et on n'est plus retourné. On est retourné à la douche. Je ne savais pas pourquoi. Et après la douche, on a passé un contrôle. Bon, ce contrôle, on nous désignait toi. Quand c'était quelqu'un qui ne répondait pas aux normes, on la désignait. Il y avait quelqu'un tout de suite derrière qui la prenait et partait par une autre porte et elle savait où elle allait. C'est-à-dire qu'elle était perdue par rapport à nous. Et puis, quand tout le monde, ces personnes, c'est-à-dire que tout le camp a été de ce fait briefé. Voilà. Il était déjà très tôt le matin et après l'appel du matin, nous étions 2300 personnes à avoir été choisies pour partir d'Auschwitz. C'est-à-dire un train, on est monté dans un train, 60 personnes, sans paille, sans foin, rien du tout. On est monté, quand le train a démarré, nous avons chanté, nous avons pleuré, nous avons ri, jamais plus on pensait pouvoir sortir de ce lieu. Et de ce lieu, nous sommes restés en route 3 jours et nous sommes arrivés à Bergen-Belsen. Bergen-Belsen se situe tout à fait au nord de l'Allemagne, près de Hanovre. C'est un climat qui est un climat très dur, surtout quand on est arrivé les derniers jours d'octobre. On nous a mis dans 2 immenses tentes. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, une tente plus grande que l'autre, mais plus de 1000 personnes dans une tente. Et un soir de grand vent, de tempête, la porte de la tente était restée ouverte et le vent s'est engouffré là-dedans et a déchiré la tente dans un fracas terrible. C'est pire qu'un coup de tonnerre, je me rappelle encore aujourd'hui, c'était très important. C'est-à-dire qu'après, on voyait la Voie lactée et voilà. Mais enfin, on n'était pas là pour voir la Voie lactée. Par la suite, on nous a mis dans des baraquements un peu plus bas que les autres. Nous avons reçu une gamelle personnelle, plus une couverture.
comme nous étions dans des lits à 2 au lieu d'une, les personnes, on était très astucieuses. On a commencé à couper les planches pour faire des aiguilles à tricoter et à défaire la couverture. On avait tous des cache-nez. Voilà. Comme on m'avait volé, il faisait froid, on commençait à faire froid, il commençait à neiger, et l'état-major d'Auschwitz commençait à arriver. Pourquoi? On était déjà au mois d'octobre, on était au mois de novembre, au mois de décembre, ils étaient tous là. Pourquoi? Parce qu'au mois de janvier, vous le savez, le 27 janvier, Auschwitz a été libéré. Auschwitz a été un lieu, il faut faire la différence entre un camp de concentration, mais Auschwitz, c'était un camp d'extermination. C'est-à-dire que là-bas, à Auschwitz, d'une part, c'est le seul camp où on a effectivement tatoué les personnes, et celles qui n'étaient plus en état de travailler, on les éliminait selon la conférence de Wannsee, comme je vous ai dit. Nous étions à Bergen-Belsen, et puis nous avions le droit tous les 15 jours à une douche chaude. Notre responsable, nous étions quelques 200, 250 Françaises, et notre responsable, c'est Annie Stern, qui par la suite est devenue une grande spécialiste de la déportation, psychanalyste. Elle voulait devenir en 1940 médecin, l'en a été empêchée. Son père, d'origine allemande, était psychiatre, c'était quelqu'un de très bien. Et c'est elle qui nous amenait tous les 15 jours à la douche. Nous avions avec nous un officier allemand qui nous accompagnait dans ces magnifiques forêts. Elle est très jolie, cette forêt là-bas. Et un jour, en rentrant de la douche, Annelies, elle s'appelait Annelies Stern, nous dit, voilà, j'ai une proposition à faire, et j'ai demandé le conseil à l'officier qui nous accompagne. L'état-major lui avait proposé d'aller en Allemagne, et elle avec des Françaises, et de partir dans une usine d'aviation. J'ai posé la question à l'officier qui m'a dit, à votre avis, je partirai le plus vite possible. Effectivement, il arrivait toujours des convois, et au lieu d'être dans nos lits, on couchait, parce qu'il fallait être, comment dire, il fallait de la place, et on nous mettait de plus en plus à l'étroit, et dans des pièces, on mettait par terre, on mettait de la paille par terre, on couchait par terre. Et comme on avait des personnes qui étaient responsables, n'avaient plus le poste qu'elles avaient avant, c'est-à-dire voler les gens, les battre, etc., il y en a qui ont commencé à déménager. Et dans la nuit, il y en a qui battaient les uns et les autres. Il y en a qui ont été blessés par ces personnes parce qu'elles étaient, malheureusement, elles n'étaient plus normales. Un jour, quelques jours après, ce que Annie Stern nous a dit, 2 civils allemands et un militaire allemand sont venus. On nous a dit, dans une grande pièce, on a passé chacune à son tour, on a passé devant les Allemands qui choisissaient les personnes pour partir en Allemagne. Quand est arrivé mon tour, on a dit celle-là, on ne la prend pas. Et moi, alors qu'on n'avait pas le droit de regarder un Allemand, on avait encore moins le droit de lui parler, encore moins de s'adresser à lui, j'ai pris mon courage à 2 mains, comme je comprenais l'allemand, j'ai dit, mais je sais travailler. J'étais étonné, mais on m'a répondu, les civils, l'un des civils me dit, que sais-tu faire? J'ai dit, j'étais couturière, c'est pas vrai. Je n'étais pas couturière, j'étais scolarisée. Quel âge as-tu? Je me suis toujours vieillie de 2 ans. On m'avait conseillé de me vieillir de 2 ans, et je me suis vieillie de 2 ans. Et l'un dit à l'autre, civil, inscris-la, on verra par la suite. Quand le moment est venu pour que les personnes qui ont été inscrites doivent se présenter de toute urgence là et là, moi j'ai considéré que j'étais inscrite et j'ai couru avec les autres, on ne m'a plus jamais rien demandé et je suis partie avec les autres dans une usine d'aviation à Ragun près de Dessau. Quand le moment est venu pour travailler en l'usine, il y avait de nouveau les civils qui étaient là. Moi, je me suis caché, j'ai dit, je n'ai pas le droit d'aller à l'usine. Moi, j'avais peur de l'usine. J'ai jamais été à l'usine. J'avais peur de ces machines. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner, etc. Je n'ai pas été choisi. Mais quand est venu
les responsables de blocs, je ne me sentais pas capable non plus de devenir responsable d'un bloc de 33 personnes. Mais quand est venu de choisir la personne pour entretenir, pour chercher le pain, pour chercher la soupe, là je me suis avancée toute fière et j'ai été choisie pour ça. Nous étions déjà au mois de février, mi-février, mars, et petit à petit on entendait le canon tonner. Les personnes qui ont été choisies étaient en rapport avec des prisonniers de guerre qui leur donnaient de temps en temps un petit supplément. Moi, je n'avais pas cette chance-là, mais j'avais toujours mon ami. Je commençais à être fatigué, je commençais à ne plus pouvoir faire mon travail. Pourtant, c'était un travail facile. Et elle venait et elle me disait, regarde, elle m'apportait des épluchures de pommes de terre. Il fallait donc enlever les épluchures pour mettre sur le poêle. On avait un poêle, je cherchais le charbon, pour mettre ce qui reste des épluchures, pour le mettre sur le feu. Elle disait, mange, ce sont des vitamines. Un jour, elle est venue avec une carotte. J'ai mangé cette carotte, bien sûr, avec plaisir. Et un autre jour, elle est venue avec une pomme de terre crue. J'ai dit, écoute, avec la meilleure volonté, je ne peux pas manger cette pomme de terre crue. Par contre, je vais boire. Voilà. Et si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on fait. On fait des esclaves. Voilà comment on a été considérés comme des esclaves. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes. Eh bien, je vais embrancher le TGV. Voilà, c'est tout. Il y a juste une question. Oui, allez-y. Allez-y. Venez. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Oui? S'il vous plaît. Mais là, parle bien fort. Au total, combien de poids vous avez perdu? Combien de kilos vous avez perdu? Je sais pas compris. Au total, combien de kilos vous 15 avez perdu? kilos. 15 kilos quand je suis rentré. Exactement, 15 kilos. Voilà, à votre âge, hein, je crois que j'avais votre âge. Hein. J'avais 15 ans quand je suis parti. À Drancy, j'avais 15 ans. Et quand je suis rentré, j'avais 16 ans. Et j'avais maigri de 15 kilos. Voilà. Je continue, je mets le TGV. Hein. Oui, vous avez une question? Allez, venez. Qu'est-ce qui vous a permis de garder un espoir de sortir de ces camps? L'espoir, on n'en avait pas, je peux vous dire que non. De tenir, Pardon? de tenir pendant le camp, de ne pas Non, vous laisser on aller? s'est laissé vivre. Ça, c'est l'instinct de survie. Ok. Je pense que c'est l'instinct de survie. Mais penser revenir un jour, non. Non, pensez pas. En tout cas, pas moi. Merci. Voilà. Alors donc, voilà ce qui s'est passé. On entendait au loin. Il y a encore une question? Je vous propose de continuer. Ceux qui ont Voilà. des questions, vous les poserez après. Parce que sinon, Madame Pollack ne finira pas le Voilà, c'est ça. témoignage. Oui, c'est ça. Donc, bien sûr, on entendait au loin le canon tonner. Il y avait certainement une route pas loin. On entendait des gens marcher, etc. Et puis un beau jour, moi j'étais de plus en plus faible, je n'avais pas de force. Et disons que un jour, on nous a dit qu'il fallait aller de l'autre côté. Au lieu d'être seul dans notre lit, il fallait aller de l'autre côté parce qu'il y a des gens qui arrivaient de plus en plus. Et c'est comme ça que aussi on a attrapé des poux. C'est des choses qui arrivaient. Et un jour, on nous a dit qu'il faut partir très vite. Pour commencer, on a fait 2 km, 3 km, et après, ce sont des camions qui nous ont amenés. Et ces camions, disons, au bout d'un certain temps, on était à une gare. Je pense que c'était la gare de Leipzig. Et nous sommes montés dans des wagons qui étaient cette fois de 100 personnes. On était entassés comme c'est pas possible. On a ouvert les portes un jour sur deux. C'est-à-dire, quand un jour on vous amenait un quignon de pain, le lendemain, c'était fini. On ne vous amenait pas de pain. C'était après le surlendemain. Moi, j'ai commencé à compter le nombre de poux que j'avais dans une manche. Et, après 60 poux, je n'ai plus continué à compter, parce que dans une manche, et puis il y avait une personne qui gémissait jour et nuit. Et toutes les fois qu'on ouvrait la porte,
on sortait les morts. J'avais à un moment donné quelqu'un qui tombait sur moi, je ne m'étais pas rendu compte qui c'était. Vous savez, j'ai jamais été en rapport avec des morts à ce moment-là. Et puis quand je me suis levé, elle est carrément tombée. Donc la personne était déjà décédée. Et c'est comme ça que on sortait tous les 2 jours les morts qui n'avaient pas survécu. Pourquoi? On n'avait rien pour boire, on n'avait rien à manger. Sinon, bon, il y avait des personnes qui ne pouvaient plus rester sur leur séant parce qu'elles avaient des plaies. On restait assis jour et nuit, avoir maigri comme on avait maigri, rester assis jour et nuit dans un wagon sur des planches rugueuses, c'était vraiment très difficile. Et un beau jour, on était dans des, comment dire, on nous a mis sur des voies de garage, il y avait des bombardements au-dessus de nos têtes, et on est resté comme ça pendant 8 jours. Et tout d'un coup, après être resté pendant je ne sais combien de temps sur une voie de garage, le train a démarré, et puis on a roulé, et puis tout d'un coup, on s'est arrêté, et on s'est trouvé au ghetto de Theresienstadt. Le ghetto de Theresienstadt, c'est plus en concentration, ce sont des personnes, c'est un quartier de la ville qui a été réservé aux juifs. C'est-à-dire, au lieu de vivre dans un logement, oui, vous vivez dans un logement, mais au lieu d'avoir chambre à coucher, salle à manger, etc., dans une pièce, on met 10 matelas par terre et vous êtes à 10, vous logez à 10. Dans un logement, par exemple, de 3 pièces, 4 pièces, il y a 10 personnes et dans chaque personne, vous mettez 10 personnes. Hein. Bon. On était dans ce ghetto. Toutes telles que nous sommes arrivés, après ces 8 jours de voyage, on était à l'hôpital. C'est-à-dire, c'était l'hôpital. Moi, le matin, j'avais 35 de température et le soir 40. Bon, petit à petit, les personnes sont sorties, ont quitté l'hôpital. Moi, je suis resté, j'étais dans une pièce de 12 personnes et on est resté 2 jeunes. Une jeune avec laquelle je pouvais correspondre. Pourquoi? Parce qu'elle parlait une langue que je ne comprenais pas. Mais comme je me suis rendu compte, on nous a dit, on prenait notre identité et on disait que c'est la Croix-Rouge française qui allait nous rapatrier. Comme toutes mes compatriotes étaient partis et que je restais seul avec cette personne d'origine que je ne connais pas encore aujourd'hui, je me suis dit, il faut absolument que je sorte de cet établissement et j'ai commencé à ne plus prendre ma température. Comme ils se sont rendus compte que j'étais guéri, puisque j'avais plus de température, et ben j'étais dans un immeuble différent de celui de mon amie de Paris. Mon amie de Paris, bon, elle venait me voir tous les jours, j'étais à proximité, et je n'étais pas bien, j'étais vraiment mal. Et mon amie de Paris, un jour, elle vient au courant, elle me dit, bah, écoute, est-ce que tu sais qu'on part? Non, je ne savais pas. On m'avait oublié, comme je n'étais pas resté avec le groupe de Françaises, eh ben, on m'avait oublié. C'est-à-dire que ils étaient déjà à la douche et la Croix-Rouge était venue et j'étais déjà à la douche et comme mon amie ne m'a pas vu, elle m'a cherché et il y avait, bon, je ne sais pas la commandanture, mais c'est un lieu où les Russes avaient élu leur bureau. Et comme j'avais l'habitude, mon amie de Paris ne connaissait pas un mot d'allemand, comme elle avait l'habitude que je parle et que je parle, elle dit va parler. Alors il y avait un planton, qu'est-ce que vous voulez, avec mon allemand, avec mon français, il ne comprenait rien. Après il m'a emmené dans un bureau, il ne comprenait plus rien. Puis finalement, ben, j'étais dans un autre bureau, il comprenait l'allemand, ils ont mis à notre disposition une estafette, et dans cette estafette, on a été retrouver les autres, on a pris la douche, et finalement, on est parti. On est parti. La Croix-Rouge nous a emmenés en Tchécoslovaquie dans une espèce de castel. On a mangé. Le lendemain, on a pris la température des unes et des autres, mais l'infirmière restait à côté. Comme j'avais le soir une température élevée, le lendemain, c'était ma chance. C'est comme ça que je suis parti. Et bien voilà, je suis parti avec les autres. Et c'est là qu'on nous a amenés à Pilsen. Pilsen, c'est le lieu où je suis parti en avion. Bon, quand je suis arrivé à Pilsen, j'étais tellement fatigué qu'il y avait un tas de foin. Je me suis installé sur un tas de foin et j'ai dormi.
Quand je me suis réveillé, j'avais faim et j'ai demandé, j'ai dit j'ai faim, mais il n'y a plus rien à manger. Pendant que moi je dormais, les autres ont mangé. Et après, je tenais plus debout. Et c'est là que je suis rentré sur un brancard, couché sur un brancard à Lyon-Bron. Je suis arrivé à Lyon-Bron. Je n'étais pas 2 heures en France que j'étais déjà à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à avoir un paquet et les dames ont commencé à fumer. Et moi, je ne supportais pas la fumée, comme j'avais une pleurésie, c'est-à-dire c'est une maladie très grave, inflammatoire. Et c'est ainsi que j'ai été hospitalisé à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon pendant 2 mois. Voilà. Est-ce que ça va? Jusqu'ici. Je peux aller plus loin. Hein, Il reste 5 minutes. On va remercier Madame Pollack pour son témoignage. Bravo pour le... C'est un marathon. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. il reste maintenant 5 minutes. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, Erwan, viens. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Par contre, silence pour qu'on puisse entendre. Je voulais juste savoir si vous aviez eu d'autres traumatismes que la semelle sur la joue. Si j'avais quoi? Qu'est-ce qui vous a marqué? Erwan demande, vous avez parlé de la semelle sur la joue lorsque vous avez été Oui. battu par Oui. le SS. Est-ce que c'est ce qui Ben, vous avez écoutez, retenu? je vais vous dire, pour que je m'en souvienne encore aujourd'hui, il faut croire que ça m'a marqué. Pour que je m'en souvienne encore aujourd'hui, il faut croire que ça m'a marqué. Vous comprenez ce que ça veut dire? Voilà. Bon. Je pense que vos parents ne vous battent plus. Non. Voilà. Bon, ben voilà. Ben, j'avais votre âge, hein. Et pour que je m'en souvienne encore aujourd'hui. Oui, Robin. Vous les connaissez tous, hein? Comment? Vous les connaissez tous. Alors non, il y a certaines classes que j'ai pas, mais j'ai eu ça. Voilà, c'est ça. Oui, alors. La réinsertion. Bon. Qu'est-ce qu'il y Moins a? fort. Est-ce que la réinsertion dans la société a été compliquée par la suite après les camps? Est-ce que J'entends pas. Est-ce que le retour à la vie, est-ce que la réinsertion dans la société a été facile pour vous par la suite? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Ça n'a pas été facile, parce que si je vous disais ça, je mentirais. D'une part, j'étais hospitalisé pendant 2 mois. Quand je suis arrivé en gare de Strasbourg, je n'avais plus personne. Je devais aller chez ma grand-mère qui avait survécu à la guerre et qui avait 78 ans. Quand je suis arrivé en gare de Strasbourg, on devait m'attendre, il n'y avait personne. Et comme j'avais 16 ans, vous savez, à l'époque, la majorité, c'était à 21 ans. Que faire de moi? La personne qui m'a accompagné, qui venait avec ses parents passer des vacances en Alsace, m'a déposé au ministère des Anciens Combattants, qui à l'époque se trouvait à Strasbourg, à l'ESCA. Ça ne vous dit rien. Mais c'est là qu'une assistante sociale m'a dit, mais où voulez-vous aller? Mais chez ma grand-mère, personne ne m'avait averti que ma grand-mère était décédée, entre-temps, était enterrée depuis 10 jours, quand je suis arrivé à Strasbourg. Et c'est là que l'assistante me dit, vous savez, Strasbourg, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait toutes les victimes de guerre, toutes les victimes de tout ce que vous voulez, les anciens, tout ce que vous voulez. C'était des personnes qui avaient été obligées de partir, des personnes qui avaient été... tout ce que vous voulez. Tous les centres étaient surchargés. Et c'est là qu'elle m'a trouvé une seule place dans un centre qui avait été rue de la Nuée Bleue, où il y avait des lits à chalis. Et c'est là que ma première nuit que j'ai passée de nouveau dans une chambre avec des lits à chalis. Vous vous rendez compte? Voilà. Et nous étions... il y avait une dame avec laquelle j'ai sympathisé. Je ne connaissais pas Strasbourg du tout. Et l'assistante sociale, qui était elle-même très étonnée de ce qui m'était arrivé, est venue et m'a dit, écoutez, surtout ne dites rien à personne. Je vous ai trouvé une chambre au foyer du célibataire. Et là, j'étais dans une chambre, blanchie à la chaux, avec un lit, un petit lit de recrue, une table, une chaise, un placard, un lavabo. Mais elle m'a dit, vous n'allez pas rester longtemps. Et c'est là qu'a été ouvert un centre de repos au Howald.
Pourquoi? Parce qu'au Hochwald, il y avait un hôtel dont le propriétaire était nazi et on avait réquisitionné son hôtel et c'est là que j'ai été. Voilà. J'ai répondu à votre question, mais c'était pas drôle, ça je peux vous garantir. Merci Robin. D'autres questions? Arnaud? Silence. Quand vous êtes retourné en France, vous avez réussi à retrouver de la famille? Personne, bien sûr que non. Mais je vous dis, maman était morte, ça je vous ai dit, la douche, non? Même pas des cousins éloignés? Ben écoutez, chacun, je vais vous dire ce qui s'est passé. Après la guerre, il me restait un oncle, et cet oncle avait été prisonnier pendant la guerre, c'est-à-dire pris au Stalag 17A en Autriche. Il avait sa femme, ses 2 enfants, le grand-père et la grand-mère, et ma tante qui avait perdu son mari comme prisonnier de guerre, vivait aussi avec mon oncle qui avait, comme ma grand-mère est décédée, qui avait recueilli ma tante, veuve de guerre, et mon cousin qui avait à l'époque aussi 16 ans. Ils étaient dans un 4 pièces, ils étaient déjà surbookés et c'est la raison pour laquelle ils ne pouvaient me recevoir. Voilà. Et je suis resté 2 mois au Hochwald et je voulais après absolument être scolarisé parce que j'avais 16 ans. Je me suis rendu compte que pour gagner ma vie, devenir indépendante puisque je n'avais personne, il fallait que je continue à être scolarisé pour avoir un métier. Voilà. Merci. D'où l'importance de l'école. Pardon? D'où l'importance de l'école. Absolument. Merci Madame Pollack. Merci son avis. Alors, Merci beaucoup madame d'être venue. Je vous en prie. C'était intéressant pour vous. Oui, ça m'a beaucoup passionné. Oui. Et surtout, il faut réfléchir. Surtout, il faut réfléchir. Parce qu'on est tous pareils. Blanc, noir, jaune. On est tous pareils. Je suis juive, je suis comme vous.